Écoute, Pauline, je te remercie de nous avoir invités dans ton atelier. C'est un plaisir d'être là où tu travailles, et puis de découvrir le lieu où tu es sur cette île. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu m'as dit un petit peu tout à l'heure de cet endroit, de ce lieu où nous sommes? Oui. Alors ce lieu, je le connais depuis plus de 30 ans maintenant. J'étais étudiante et je me rendais à Versailles en voiture avec mon père qui me raccompagnait parce que j'étais en pension. Et on passait le long de cette île et on voyait. Elle était très. D'abord, oui, elle s'appelle l'île Saint-Germain. L'île Saint-Germain. Ouais. Donc j'étais avec mon père et on voyait des embarcations, des skiffs, des gens qui faisaient du kayak, de l'aviron sur cette île. Et de temps en temps, on avait tellement envie d'aller voir ce qui se passait qu'on allait s'y promener. Et alors là, c'était le Maroc et l'Algérie en France, en fait. Tout le monde était en burnou, sur le seuil de la porte, à parler. Il y avait des épiceries partout, avec des odeurs d'épices, d'Orient. Et puis, tous les ouvriers, il y avait beaucoup d'ouvriers de Renault, donc, puisque historiquement, Renault est sur l'île Seguin. Et à l'époque, l'usine était fermée, mais c'était encore, les bâtiments existaient toujours. Et donc les, la génération des immigrés du Maghreb qui venaient travailler à Renault vivaient là. Donc c'était vraiment un endroit ailleurs. Et un jour, j'ai dit à mon père, et alors, il y avait beaucoup d'arbres, puisque on est près du parc de l'île Saint-Germain, il y avait de l'arbre partout, du ciel partout, puisque c'est une île. Donc quand même, Boulogne et Issy-les-Moulineaux, la terre ferme est assez loin, donc du ciel partout, des arbres. Je me suis dit, mais moi j'aimerais tellement vivre là. Ah oui. Et puis j'ai eu l'occasion donc d'acheter un appartement ici assez vite. Et ensuite, je suis venue avec donc mon mari, on a eu des enfants, et l'appartement est devenu trop petit. Et il y avait les remous de population avaient commencé sur cette île, puisque des promoteurs s'y intéressaient, ils avaient bien repéré que c'était une île tout proche de Paris. Déjà les ouvriers avaient commencé à être regroupés dans des foyers Sonacotra, puis on avait pensé à les reloger ailleurs, et tout ça s'est fait donc à leur détriment et au profit des cadres parisiens qui cherchaient à sortir de Paris, à se loger plus agréablement, et j'en ai fait partie. J'en ai vraiment fait partie. Donc on a vu les premières résidences sortir du sol, les premières maisons, les premières maisons d'architectes, etc. Et donc nous-mêmes ici, on a construit cette maison. Et donc, comme j'avais le choix, là, je m'étais dit, oula, on va construire cette maison. Et moi, pour ma peinture, j'aimerais vraiment avoir un atelier. Mais on avait 4 enfants, il fallait quand même d'abord leur donner une chambre. Donc il y a 2 ans, il y a 2 garçons pour une chambre partagée. Et puis il y avait ce garage dont je me suis dit, il est orienté plein nord, on va en faire un atelier. Donc j'y ai fait des ouvertures, j'ai peint le sol et j'ai commencé à y travailler. Mais écoute, quelle chance, et je me disais quel contraste, tu venais de Versailles et fascinée par ce coin qui était un peu interlope par rapport à Versailles avec ses ouvriers. Ah bah complètement. Renault. Ouais. Donc tu aimes ça, tu as été sensible à ce contraste. J'étais très sensible à ce contraste, je me suis fait beaucoup d'amis, et notamment une famille marocaine. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a un moment où de toute façon le choc des cultures émerge et ça peut mal se terminer. Mais enfin j'ai vraiment joué le jeu, j'ai noué beaucoup de relais. Ouais. Avec des étrangers, comme on dit. Oui. Les gens autres, quoi. Oui. Oui, bah écoute, c'est tout à fait agréable aussi de venir là parce qu'on découvre aussi toutes ces maisons dont tu parles qui sont quand même très, très chouettes parce que c'est des ateliers, enfin c'est des maisons d'architectes, ça se voit. Elles sont toutes différentes. Enfin voilà, et tu as ce joli jardin aussi qui peut être bien agréable. Mais pour te dire quand même à quel point ça a changé, moi quand je suis venue, donc j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, j'avais des amis qui avaient leurs premiers enfants, qui les scolarisaient donc à l'école maternelle Chaban de l'île Saint-Germain, et au bout d'un an,
elles retiraient leurs enfants en disant mais je ne peux pas les laisser là parce que le français n'est pas parlé. En fait, ils sont en train d'apprendre l'arabe et le portugais. Donc, elles scolarisaient leurs enfants ailleurs. Et maintenant, au contraire, à l'école maternelle de la place Chabannes, il n'y a que des petits François, Charles, Marie-Chantal, Xavier, ils sont tous très bien habillés. Enfin, tout a changé, c'est vraiment... ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et tu y es toujours bien quand même. Très très bien. Ah oui, 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 oui. Très bien. Et puis il y a quand même cette cité musicale là, la scène musicale qui a été construite sur l'île Seguin, qui est un endroit quand même assez extraordinaire pour la musique. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, nos enfants sont musiciens, donc on y va très souvent un peu par un oui pour un non, il suffit de prendre son vélo, en 10 minutes on y est. Ah oui. Oui. Même on pourrait même prendre une petite barque, on y serait encore plus vite. Ah, oui. Donc ça c'est formidable. Et puis ils ont réaménagé toutes les berges de la Seine, donc il y a des vraies promenades. Non, c'est vraiment très agréable. Ah oui, oui. Et on est si près de Paris. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Je sais pas combien de temps on a mis. Bon, mais écoute, là on est dans ton atelier. Tu exposes en ce moment au salon et c'est un plaisir d'avoir ton travail si délicat, si sensible, très classique, mais tout à fait qui accroche. Et donc on va un peu parler de tout ça et j'aime bien toujours savoir au fond comment la peinture t'a pris, comment c'est venu dans ta vie, est-ce que ça a toujours été là et comment, voilà, ton lien intime si tu veux à ce geste pictural, au dessin, je ne sais pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé aussi de ton maître en dessin, apparemment arrivé très vite dans ton trajet. Oui. Voilà. Oui. Bah écoutez, je crois Délia que moi j'ai toujours vu des gens dans leur atelier. J'ai un grand-père qui est facteur d'instruments, enfin plus que ça, il est musicien et il a inventé un instrument qui s'appelle le cristal Bachet, qui est un instrument fabriqué sur lequel il y a des musiciens qui jouent. À l'IRCAM on compose sur le cristal, donc je l'ai vu depuis que je suis toute petite travailler dans cet atelier, dans cette grange qui est à Saint-Michel-sur-Orge. Il a tout un instrumentarium qui est utilisé dans les conservatoires à des buts pédagogiques. Il travaille sur la musique, sur les sons bruts, la musique concrète. Et donc je l'ai toujours vu travailler dans un atelier, lui et son frère François. Et quand j'étais là, quand je venais à Saint-Michel le voir, il me disait toujours tiens, moi j'ai affaire, prends des feuilles, un crayon, allez dessine. Et donc je me sentais tout à fait encouragée à dessiner. Je me rappelle tout à fait des dessins que j'ai faits quand j'étais petite chez lui. J'avais dessiné un guépard bondissant et j'avais fait un portrait de lui. Donc je me rappelle très bien de tout ça. Et puis... et c'était quel âge ça? J'allais chez lui dès mes 7-8 ans. Voilà. Donc il y avait ces deux frères. Il y avait évidemment ma mère qui est peintre, qui est dessinatrice, qui a été dessinatrice textile au début dans sa jeunesse pour Givenchy et d'autres, et qui ensuite a eu une carrière de peintre, plutôt abstraite, et qui ensuite, vers l'âge de 40 ans, ma mère est devenue une dessinatrice exclusive pour Hermès, pour lequel elle fait les foulards, les étoiles, des bijoux. Elle a fait ça pendant 30 ans, avec un très grand succès. Elle a vraiment dessiné des best-sellers chez Hermès. Donc je l'ai... Pareil, depuis que je suis toute petite, j'ai vu ma mère dessiner dans un atelier. Et l'atelier est toujours un endroit où je me suis bien sentie. Il y avait des livres, enfin des chevalets, du matériel, des pigments. Alors elle travaillait beaucoup à l'acrylique, pas du tout à l'huile, mais enfin tout ça, quand même, c'était très captivant. Et sinon, je peux dire aussi que j'ai des souvenirs, en fait, mes souvenirs très précis d'enfance ou d'adolescence sont quand même des souvenirs toujours autour de la couleur, ça c'est vrai. Je me rappelle par exemple d'un été en Bretagne
où on avait fait une petite pièce de théâtre avec mon frère qui m'avait demandé de décorer, qui m'avait acheté du papier crépon pour faire des guirlandes décoratives. Et il m'avait acheté du bleu et de l'orange, donc un bleu très froid, un bleu céruléum et un orange enfin, très chaud, un jaune orangé très chaud. Il voulait que je tresse des guirlandes avec ce bleu et ce orange, et qui sont les deux couleurs complémentaires dont le flirt est vraiment très dangereux. Et vraiment je disais mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ces guirlandes, on ne peut pas mettre ces guirlandes dans notre pièce de théâtre. Et c'était totalement obsessionnel, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus rien faire, ça m'avait semblé vraiment, c'était un point de blocage. Et alors, mon frère, quelque chose alors au niveau de... Ces deux couleurs ne pouvaient pas aller ensemble, c'était trop réactif, c'était pas possible, c'était pas suffisamment harmonieux pour moi. Et donc je me rappelle très bien, j'avais pleuré, fait la tête, etc. Donc ça c'est vraiment un souvenir très marquant. Et j'en ai un autre aussi un peu plus tard, quand adolescente. Je m'étais vraiment... il y avait une jeune fille qui était arrivée dans notre école, dans le 16e, qui m'avait tout de suite beaucoup plu. Elle était nulle en classe, vraiment très très mauvaise. Et je voulais absolument être son amie, donc je lui avais permis de me copier mes devoirs et tout ça. Et on était devenus amies et elle m'invitait chez elle le week-end à Lavaux, près de Saint-Fargeau. Et toute cette famille était, alors, sinon des artistes, au moins des merveilleux artisans. Ouais. Et elle tapissait notamment, elle tapissait des fauteuils et elle tapissait toutes les pièces. Et ça leur prenait comme ça, comme une envie de faire pipi, si on se faisait un salon bleu. Et elles achetaient tout ce qu'il fallait comme tissu et dans le week-end, on retapissait le salon en bleu, un bleu marine profond et tout. Après on se disait, si on faisait cette chambre en rose, et puis après cet intérieur d'armoire, si on mettait un tissu provençal, à ramette, un jaune, allez hop, et on faisait ça. Et donc, comme dans les contes de fées, quoi, des fées qui changeaient la couleur des pièces plus vite que leur ombre. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment merveilleux. Ça m'avait fait un très 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 grand effet. Voilà, donc bon, j'ai donc été quand même en contact beaucoup avec des gens aimant l'art, le dessin, la peinture et tout. Mais après tout, j'étais une bonne élève et scolaire et bien que venant de cette famille très artiste, du côté de mon père aussi, plus la musique, mais il aimait aussi beaucoup le dessin, c'est un esthète, il a beaucoup de livres d'art, etc. C'était pas considéré comme un métier, quand même. Ah oui, quand même. Non, non, enfin, franchement... Et ta mère en a vécu? Ma mère en a vécu. Alors pas tout de suite, mais elle en a très très, très bien vécu du temps d'Hermès. Et alors peut-être à l'époque, quand j'avais 17 ans, elle était tout juste en train de commencer avec Hermès, mais de façon générale quand même, on ne faisait pas les beaux-arts. Enfin, ah oui. Non. Donc je me suis orientée, et moi je ne savais pas quoi faire. J'étais pas assez bonne en maths pour faire maths sup. Donc, en fait, pour des motivations un peu négatives, j'ai fait une prépa de commerce. Je me suis retrouvée dans une grande école, et puis j'ai commencé à chercher du travail. Et déjà dans la grande école, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, enfin, franchement. Je l'ai fait parce qu'il faut le faire, mais bon. Et j'ai cherché un endroit pour me changer les idées. Une amie de ma mère, ainsi que ma mère, avait repéré dans un magazine Beaux-Arts une petite annonce qui était libellée de façon très spéciale. Je ne me rappelle plus les termes de l'annonce, mais donc cette amie et elle-même avaient dit « Ah, mais là, il y a vraiment quelque chose ». Et elles avaient contacté toutes les deux le même bonhomme. Et ce même bonhomme, c'est un homme qui s'appelle Patrice de Pracontal et qui commençait à donner des cours. Et elles sont allées dans cet atelier. Enfin, au début, il recevait presque dans sa chambre, enfin, dans son salon. C'est un endroit tout petit. Et quand ma mère a vu que je voulais moi aussi peut-être faire du dessin, elle m'a dit bah écoute, viens te joindre à nous. Et donc j'ai rencontré Patrice de Pracontal. Et là tout de suite, en 2 mois, j'ai su que... là tu avais 20 ans. Voilà. Et alors là tout de suite j'ai compris, j'ai dit mais alors voilà. Bah oui, c'est évidemment ça. Donc maintenant je vais tout faire pour me former à la peinture, pour essayer de dégager du temps pour pouvoir peindre. Et j'ai commencé à chercher des jobs, des emplois à temps partiel. Donc depuis que j'ai 20 ans, je travaille 2 jours et demi ou 3 jours par semaine dans des entreprises
pour lesquels je fais diverses choses, mais en gros je suis responsable financier pour simplifier, de façon à pouvoir me former à la peinture à côté et consacrer tout le temps que j'ai à la peinture. Ce qui m'a permis de ne pas être obligée de toujours vendre mon travail, contacter des galeries, être dans la nécessité de produire. Moi je voulais vraiment privilégier la recherche, ce qui m'intéressait, je voulais faire ce qui m'intéressait. Voilà. Et disons que la peinture prend de plus en plus de place. Oui. Et comment tu as pu aussi associer ta vie de mère de 4 enfants et ce travail et le travail, disons, plus alimentaire, ça n'a pas été... Oh bah si, non mais il y a un moment où on ne peut pas tout faire. Oui, et la création surtout. Oui, non mais bien sûr. Comment Mais d'abord, quand on a commencé à avoir des enfants, et puis ils étaient assez rapprochés, 1, puis 2, puis 3, j'ai demandé à mon mari s'il était d'accord pour que j'arrête de travailler et que j'élève les enfants tout en continuant l'atelier. Et il m'a dit d'accord, donc en fait il nous a entretenus pendant au moins 10 ans, le temps que j'arrête de travailler. Puis après j'ai repris du collier et j'ai retrouvé un emploi de nouveau. Mais donc il a été d'accord, et donc pendant ce temps-là je me suis occupée des enfants, et puis j'ai continué à peindre. Et ça, j'avoue que, encore une fois, il faut que je dise merci à Patrice pour ça. C'est que je me rappelle, bon, d'abord je me rappelle avoir quasiment perdu les os chez lui, au moins 2 fois, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment je dessinais et le lendemain j'accouchais. Et ensuite je venais et il nous disait vous pouvez tout à fait venir avec le bébé. Et donc je venais, j'étais pas la seule, il y avait d'autres mamans aussi, jeunes mamans. On arrivait avec nos bébés, avec notre bébé, enfin quand même un par séance, on ne pouvait pas tout arriver avec nos couffins, mais j'arrivais avec mon bébé, et alors il regardait longtemps le bébé, parce que Patrice aime beaucoup les nouveau-nés, et il disait, bon bah écoutez, très bien, il a l'air très bien votre bébé, vous le posez là, maintenant prenez un crayon, j'aimerais que vous travailliez là-dessus. Et donc, il nous remettait tout de suite au travail. Et le bébé pleurait, il me disait, mais écoutez, c'est pas grave, il n'a pas besoin de vous tout de suite, travaillez. Ouais. Et de temps en temps, il dit, bon là je crois qu'il a vraiment besoin, bah écoutez, donnez-lui le sein si vous avez besoin. Et donc on pouvait donner le sein dans une petite pièce et on revenait travailler. Et ça vraiment, j'ai trouvé ça génial. Parce que d'abord, quand on vient d'accoucher, que tout le monde est autour du couffin, du berceau, et qu'il n'y en a que pour le bébé, que nous on est crevés, qu'on ne dort pas, qu'on est moche, qu'on est... on se sent vraiment... c'est une période pas du tout valorisante, je trouve, difficile pour la maman. Et là, tout d'un coup, lui, il dit, mais je n'oublie pas qui vous êtes. Et vous êtes avant tout quelqu'un qui dessinait et qui peignait. C'est là pour travailler. Mais oui, et travailler. Voilà, donc ça, j'ai toujours trouvé ça formidable. Ah bah on entend très bien combien finalement cet art-là, disons la peinture ou le dessin, a été toujours là quoi pour toi et fait partie de ta vie, que ça soit de mère, de petite fille. Ah oui, c'est assez fascinant. Oui, Delia, et ce qui est amusant, c'est que bon, j'ai remarqué bien sûr que de temps en temps c'était en pointillé, en filigrane, on ne peut pas toujours se donner à son art. Bon, y a d'autres choses qu'on doit faire dans la vie et qu'on a envie de faire dans la vie, mais ça a toujours été là, même quand c'était un peu en retrait, même quand... oui. Et de temps en temps je disais à Patrice, bah justement après le dernier bébé par exemple, je dis bon ben maintenant je vais pouvoir me mettre aux choses sérieuses. Il me disait, mais il me disait mais Pauline, tu n'as jamais lâché. Les choses sérieuses ont déjà commencé depuis le début. Et qu'est-ce que tu dirais alors de cette chose qui est cette présence de cet objet, cette nécessité de cet ailleurs que constitue effectivement ton art, ta peinture, le dessin. Comment tu dirais c'est tellement incompréhensible en même temps, cette nécessité-là que certains ont, ceux qui sont vraiment pris là-dedans. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet ailleurs? Qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que c'est pour... Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une question qui est très importante et il est difficile d'y répondre. Bien sûr. Ne peut que l'effleurer. Mais c'est vrai que on ne peut pas ne pas se la poser quand on est surtout en extériorité, qu'on n'est pas artiste. Moi j'ai eu affaire à une mère artiste aussi, qui
qui était peintre. Donc j'ai aussi depuis toujours un peu eu l'impression de l'ausculter à ce niveau-là, de savoir c'est quoi cette chose qui la tient et qui était en rivalité avec moi. Je ne comprenais pas comment elle pouvait à certains moments préférer son art à moi, à l'extase devant moi. C'était quelque chose qui... Donc ça m'intéresse effectivement d'entendre ce qu'on peut tenter d'en dire. Oui. Honnêtement, je ne saurais pas du tout par quoi commencer. Je peux commencer peut-être par dire, sans parler de moi, par parler d'une amie. J'espère qu'elle m'autorise à parler de ça, mais après tout, elle nous l'a donné aussi quand on était dans notre groupe de travail, là. Donc je pense que je peux reciter ses paroles. Et pour moi, c'est très révélateur. Je ressens tout à fait ce qu'elle dit. Quand elle a... alors, c'est une amie qui a, elle, travaillé chez Penningen et donc fait du travail dit d'analyse, qui n'a rien à voir avec le vrai dessin. Et elle était horriblement déçue de cet apprentissage, elle était même dégoûtée. Et puis elle rencontre elle aussi Patrice de Fracontal. Patrice la reçoit, il y a toujours un entretien assez long, et puis il lui montre une petite nature morte qu'il avait fait. Et là, Simone, totalement mais bouleversée par ce qu'elle voit, enfin, tout d'un coup ne peut plus parler. Elle se met presque à pleurer, je crois. Et Patrice lui dit, bah, je vois que vous êtes touché par ma peinture. Et ce que vous venez chercher, c'est l'innocence. Et c'était ça, c'était doublement ça. Et donc Simone ne pouvait plus parler du tout. Elle ne pouvait plus du tout parler. Et elle a su vraiment ce jour-là qu'elle avait trouvé aussi l'endroit où elle serait heureuse en peinture. Et je pourrais citer aussi Marie-Odile. Marie-Odile est une femme de 70 ans, je t'en ai parlé tout à l'heure, celle qui marche. Et elle cherchait quelque chose en peinture, elle aussi, qu'elle n'avait pas trouvé. Et il y a 15 ans, elle va aux ateliers d'art contemporain de la Bastille, où n'importe qui expose, plein de gens exposent. Et elle... et là, il y avait trois personnes de l'atelier, donc de l'atelier de chez Patrice, qui exposaient leurs travaux. Et tout d'un coup, elle voit ces travaux, elle se dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je voudrais peindre. J'ai enfin trouvé. Et donc, par l'intermédiaire de ses élèves, elle rencontre Patrice, et ça fait 15 ans qu'elle y est, et 15 ans où elle dit, mais c'est le lieu de peinture que je cherchais. Donc les élèves, à travers leurs travaux, quand bien même ce sont des travaux d'élèves, et que bien sûr, on n'est pas à la hauteur du maître, on a quand même réussi à transmettre quelque chose de ce qu'on apprend, et qui a touché. Et comment tu dirais la spécificité de ce que Patrice, donc, qui s'appelle comme ça, transmet dans sa peinture, dans son initiation à la peinture, et oui, quel est son style, quel est ce trait que ses élèves finissent aussi par avoir peut-être? Bien, d'abord c'est une peinture de vision. C'est une peinture de vision, c'est-à-dire que on observe le modèle qu'on a devant nous et on essaye vraiment de lui rendre justice et de peindre ce que l'on voit. Donc il y a une rigueur dans le dessin, dans la peinture. Et je le dis parce que pour avoir été dans d'autres ateliers, on peut par exemple peindre. Donc on a été formé à peindre et à par exemple respecter les proportions. Et le professeur passe derrière vous et vous dit oh, bah alors vous peignez les proportions, enfin vous faites les proportions, vous peignez comme ce que vous voyez. Parce que d'autres vous peignent tout en rouge, tout en agrandissant, tout en élargissant, tout en faisant complètement de choses. Ah bah vous, votre truc c'est de faire... bah oui, parce que pour nous, dessiner et peindre, c'est effectivement faire ce qu'on voit et donc s'attacher vraiment à mettre en rapport. Donc ça, le mot de rapport est un mot important, c'est-à-dire que si on est touché par une peinture, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été vu en rapport. Vu en rapport, donc ça commence par le dessin. Le dessin, c'est quoi? C'est voir en rapport une largeur avec une hauteur, par exemple. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est pas si facile. Mais c'est aussi mettre en rapport les valeurs, donc les degrés de clarté différents qu'on voit dans un sujet, mettre en rapport les couleurs. Et on voit trop souvent
des gens qui travaillent en suivant, un peu comme quand on peut écrire en suivant sa plume, quoi. On se fait totalement guider et emporter par la plume, et en fait, jamais on ramène ce qu'on voit à l'ensemble de sa vision. Donc on fait des parties, puis on éditionne les parties localement comme ça, et on croit que ça va faire un tableau. Ça peut jamais faire un tableau, enfin ça peut faire un mauvais tableau. Donc par exemple, ce qui nous intéresse tellement, c'est justement ça, c'est que dès qu'on voit quelque chose, une partie, on doit à un moment forcément passer par la partie pour peindre. Cette partie-là, on la voit dans son ensemble. Du coup, elle n'a pas la même place. Et c'est vraiment le regard particulier de l'artiste, du peintre. Oui. Ou dessinateur, je ne sais pas. Oui, ce regard est très important que tu décris, qui analyse en même temps, qui décompose ce qu'il voit. Tu ne vois pas comme moi je vois. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et oui, ça s'apprend. Parce que moi non plus, je ne savais pas ce que c'était que voir. Et justement, en 2 mois, vraiment, je dis 2 mois parce que c'est en 2 mois que ma décision a été prise, j'ai compris, j'ai eu tout à fait vraiment ça y est, des intuitions de ce que c'était que voir, et à quel point c'était une révélation. Et ça s'apprend tout à fait, oui. Mais je pourrais citer par exemple Henri Matisse, qui disait justement qu'il s'intéressait beaucoup à toutes ces questions-là, et qui disait, enfin quand même, bon, ce citron-là, ce citron sur cette cheminée noire, mais pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de le peindre? Mais qu'est-ce qu'il a ce citron? Pourquoi est-ce qu'il m'attire tellement? Alors est-ce que c'est parce qu'il est... D'abord c'est un beau citron, hein, c'est vraiment un beau citron. Est-ce que c'est parce que si jamais je le coupais en deux et que je me faisais une citronnade, ça serait tellement bon? Pourquoi? Et en fait, il a vraiment creusé la question, il s'est dit, mais c'est parce que ce qui est beau en fait, c'est pas le citron, c'est le rapport du citron avec le marbre noir de la cheminée sur lequel il est posé. C'est le rapport. Et ça, c'est un très très grand secret. Je veux dire, le modèle, on l'entend souvent, ça, il exerce un peu sa petite tyrannie sur nous, c'est-à-dire qu'on croit que le citron, il est très bon en soi, que la famille, elle est très belle en soi, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on regarde. C'est le rapport entre le modèle et le fond, le modèle et c'est le rapport entre le ciel et la terre, entre la valeur de son bras et la valeur du siège sur lequel elle est. C'est le rapport entre... c'est l'aplomb, c'est le creux du cou par rapport à son... Tout est vu en rapport. Écoute, c'est très intéressant cette manière, cette focale que tu mets sur le rapport. Les psychanalystes, on s'intéresse aussi au rapport, mais pas tout à fait dans le même sens. Revenons-en maintenant. Oui, d'abord, peut-être, qu'est-ce que tu continues toujours à aller dans cet atelier avec ce monsieur Patrice? Est-ce que ça continue? Oui, ça continue. Oui. Et qu'est-ce que tu as encore à apprendre ou à élaborer avec lui? Enfin, dans son atelier, j'entends. Ça aussi, c'est une question qui est intéressante parce que elle touche à plein de choses, cette question. Combien de fois j'ai entendu, mais enfin, qu'est-ce que tu fais encore chez lui? Franchement, pourquoi est-ce que tu vales pas de tes propres ailes? Finalement, tu es sous son influence, tu es complètement inféodé, au bout de 30 ans, ça va bien, va-t'en. Alors, je crois que tout simplement, si je continue d'y aller, c'est que j'ai pas du tout l'impression de tourner en rond. Bien que Patrice dise toujours les mêmes choses, mais il ne les dit jamais de la même façon. Il y a toujours un ajout, il y a toujours une digression, il y a toujours un lien qui n'avait pas été fait avant, qui est fait maintenant, il y a toujours... Et puis même en tant qu'élève, moi j'ai pu entendre une phrase pendant des années sans la comprendre, et tout d'un coup, la 10e année, je me dis, mais ça y est, ça y est, j'ai compris. Voilà, ça m'amuse franchement. Cette phrase, je la connais depuis 10 ans et je ne la comprenais pas. Et maintenant, ça y est, c'est limpide. C'est comme dans les lectures. Tu sais, on lit des choses et puis on ne comprend rien. Et puis tout d'un coup, un jour, ça s'éclaire. Ça s'éclaire. Oui. Mais ça peut prendre très longtemps. Oui, bien sûr. Puis je pense qu'il se crée vraiment un lien transférentiel.
quasiment cette personne. Ah bah, je ne sais plus si c'est mon oncle, mon Voilà. frère, mon père, Voilà, mon ami, mon professeur. Non, franchement, le temps efface un peu tout ça. Le temps efface un peu tout ça et bien sûr, il y a un fond d'amitié, de fidélité. J'imagine, oui. Un attachement. Un attachement, bah oui, 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 oui. Ouais. Et j'ai souvent entendu des amis peintres qui étaient tout à fait perdus au moment où ils perdaient une personne de référence, peut-être pas autant que toi, autant d'années, mais qui ont été comme une présence autour de leur art, de guide, oui, d'appui, et qui étaient perdus alors quand ils l'ont perdu. J'en profite peut-être aussi, tu m'as parlé tout à l'heure d'un groupe aussi que vous constituez d'artistes, et ensuite on va passer à ta peinture proprement dite. Oui, alors un atelier comme ça où la personnalité du professeur est si marquante, ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire que on a quand même envie de se révolter, on a envie, on peut être écrasé par l'admiration, se dire qu'on n'y arrivera jamais, qu'on fera jamais aussi bien que lui, qu'on n'arrivera peut-être pas à exprimer nous-mêmes notre personnalité. Il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Et puis Patrice a aussi son petit caractère, bref. Donc il y a un peu d'inhibition aussi, il y a un peu de révolte, il y a un peu... Et je m'étais dit, mais quand même, ça serait bien de faire un groupe en dehors de cet atelier, justement, pour libérer un peu, justement, tout ça, pouvoir poser les questions qu'on n'ose pas poser, pouvoir critiquer ouvertement, pouvoir discuter de ce livre qu'il a écrit, pouvoir faire des choses interdites, pouvoir faire toutes les bêtises qu'on ne peut pas faire à l'atelier. D'autres avaient eu cette idée aussi. Peut-être pas les mêmes, parce que moi je voulais surtout des ateliers pratiques et d'autres pensaient surtout parler. Et j'ai proposé donc avec des séances, 4 ou 5 séances d'affilée sur un même thème, en disant moi j'aimerais bien travailler ça, qui a envie de travailler ça? Par exemple, la technique ancienne, dite mixte alternée, est-ce qu'il y en a que ça intéresse? Oui, il y en a que ça intéresse. Donc on a d'abord fait des petits exercices, puis on a fait une copie un peu plus ambitieuse. Cette année, j'ai proposé de travailler sur la caséine, ça intéressait aussi le groupe. Qu'est-ce que c'est? La caséine, c'est d'abord c'est tout simplement ça vient du fromage blanc, c'est de la protéine de lait, mais c'est une émulsion aussi naturelle qui permet de travailler avec des pigments et cette colle, c'est comme une colle, et ça donne une espèce d'éclat à la peinture et de matité que d'autres produits ne donnent pas. Balthus, par exemple, a travaillé beaucoup à la caséine en utilisant des enduits à la caséine. C'était bien parce que quand on travaille après à l'huile sur des enduits à la caséine, ça rend les sombres absorbants et ça fait que les sombres ne se bougent pas et ça donne une respiration à la peinture. Donc je savais qu'il avait travaillé à la caséine et ça m'intéressait. Et puis on peut aussi introduire la caséine dans une émulsion quand on travaille à l'huile. Ça c'est bien aussi, ça apporte d'autres choses. Donc ça, je voulais faire ça. On a travaillé sur la couleur. Alors un peu plus théoriquement, en faisant des exercices sur les contrastes colorés, sur le carré de couleurs, sur couleur et valeur. Donc on a travaillé ces choses-là. Et puis j'ai plein d'idées, j'ai énormément d'idées. J'imagine. Oui, oui. Ça doit être très stimulant de vous retrouver ensemble. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Et puis, en fait, je dis, on est là pour peindre. Et on peint entre nous, il n'y a pas de professeur, on est entre pairs. Tiens, comment ça se passe sur ton tableau? Pourquoi ta caséine, elle colle mieux que la mienne? Tiens, viens voir si j'y arrive pas, est-ce que c'est à cause de mon support? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on échange, c'est bien. Très bien. Et puis à la fin de la séance, on est tellement content d'avoir travaillé qu'on parle. Et finalement, on finit par parler. Et par papoter. Et voilà. C'est très bien parce que j'ai souvent entendu des artistes dire qu'il y avait une certaine solitude et que les artistes... alors je connais des artistes qui n'aiment pas avoir un atelier parce qu'on peut y être très seul, mais si on y est seul tout en ayant des moments comme ça me fait presque penser aux activités des psychanalystes.
C'est déjà avec des époques où on a eu des maîtres et on avait besoin de travailler ensuite entre nous, autrement. La nécessité quand même aussi d'échanger et de partager nos difficultés, parce que finalement, c'est une façon aussi que vous avez de dire là où ça bute, où l'autre peut apporter quelque chose. Mais oui. Oui, oui. Et franchement, pour la musique par exemple, enfin, moi je trouve que c'est vraiment la peinture pour ça c'est un peu un parent pauvre, c'est que pour la musique on a des conservatoires, on a des carrières, des circuits d'études, on a des postes, on a des budgets, on a des salles de réunion pour les professeurs, je veux dire tout ça est totalement organisé et, avec des circuits, mais quand on est peintre il n'y a rien de tout ça. Oui, oui. On n'a pas l'équivalent d'un conservatoire où des gens pourraient se rencontrer avec des classes d'élèves. Sans parler du fait qu'il n'y a pas d'argent pour la peinture, n'importe qui peut être peintre alors que pour la musique il faut faire des études, il y a quand même tout un background commun aux musiciens. En fait c'est vrai aussi pour la peinture, c'est pas ce qui se passe en fait dans la société d'aujourd'hui, mais tous les peintres avant avaient un énorme métier. Et on attendait d'eux, avant qu'ils se mettent à peindre, qu'ils sachent préparer les supports, les pinceaux, les médiums, etc. Enfin, il y avait tout un langage commun, tout un solfège commun, qui faisait que, oui, il y avait des classes, oui, il y avait des ateliers collectifs, oui, il y avait des étapes. Tout ça suivait une étape et un mode d'emploi bien précis. Et aujourd'hui, nous, on est tout seuls, nous les peintres. Franchement, on est tout seuls. Oui. Alors, il faut aussi dire qu'il y a des peintres qui sont très solitaires et qui n'ont pas du tout envie de fréquenter leurs amis peintres. Exactement. Et qui, certains, même très narcissiques, ça m'a frappé, s'intéressent pas du tout à la peinture des autres ou sont très critiques. Mais bon, écoute, comme partout, il y a une diversité d'approches. Mais bien sûr, parce que pour peindre, il faut qu'on soit seul en réalité. Mais ça n'exclut pas qu'on ait des moments de partage. Et aussi parce que de temps en temps, on passe des très très sales quarts d'heure, on est totalement démotivé, on a l'impression, on se demande vraiment pourquoi on fait ça, on doute énormément, vraiment. D'ailleurs, puisque là on a un petit jardin et tout, il y a une clématite là sur le balcon qu'on voit dans notre salon, et l'hiver, cette clématite, elle est vraiment plus qu'un fil de fer. Hein. Il n'y a plus rien, mais de rien, pas une feuille, pas une fleur, rien. C'est un vieux machin. Et on se dit, mais ça va revivre. Jamais. Vraiment, je ferais mieux de la couper tout de suite, quoi. Et puis, avec le printemps, au contraire, floraison extraordinaire, très florifère, c'est un spectacle. Et souvent, la création, c'est ça. Il y a vraiment des moments, il se passe rien. Oui, ce désir qui est en alternance, on peut dire, et dont on ne sait pas comment, s'il va revenir, si... Exactement. Oui, c'est du désir. Oui, c'est très sensible, bien sûr, dans toutes les gens, chez les créateurs. Ce n'est pas quelque chose qui est donné pour toujours et d'évidence, quoi. Voilà. Ce qui fait la souffrance, effectivement, et la douleur chez certains artistes. Et donc, quand on est dans ces moments-là, c'est sympa d'être avec d'autres. On leur dit, moi en ce moment, je ne suis pas du tout dedans, il ne se passe rien, j'ai l'impression que ça ne reviendra plus. Ouais, ça ne reviendra plus. Ouais. Alors moi, c'est ce que j'ai senti très très jeune auprès de ma mère. J'étais très sensible justement à ces moments où je sentais que quelque chose avait disparu pour elle et qu'elle était sans doute... dans une certaine détresse qu'elle ne montrait pas parce que, bon, oui, c'est une maman formidable, donc, mais moi j'étais à l'affût d'entendre ça. C'est drôle je dis toujours que c'est ce qui m'a conduit à la psychanalyse. Ah oui. Parce que je ne pouvais pas me mesurer à elle, je ne pouvais pas dessiner, je tentais, mais c'était interdit pour moi, c'était à elle. Et elle me faisait mes dessins. Qui était manuel, je refusais la rivalité. Ah oui. Mais la psychanalyse a été pour moi une façon de m'approcher dans son désir, celui que je sentais en elle, et qui m'interpellait, quoi. Écoute, je voudrais dire deux choses à ce sujet, parce que donc il y a eu des moments moi aussi où je pensais que j'arrêterais, des moments difficiles, et de temps en temps j'en pleurais d'ailleurs, et je vois encore Marie, 10 ans, donc notre fille,
venir me voir alors que j'étais si... j'avais tellement de cafard en disant je crois que là je peindrai plus jamais. Et elle s'est effondrée en larmes. Elle m'a fait un énorme câlin en disant ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis jamais. Elle était triste, mais triste. Ouais, parce qu'elle savait combien c'était important. Oui, exactement, exactement. Enfin, j'ai un souvenir très très ému de cette scène, franchement. Oui, bien sûr. Ouais. Mais écoute, j'ai envie de revenir à tes tableaux qui sont bien sûr au salon. Tu peins sur du bois, alors comment parle-nous un peu de ta pratique, si on peut dire. Oui, bien sûr. De ta pratique de la peinture. Alors, il n'y a pas de principe a priori bois ou toile. En fait, ça dépend un petit peu de ce que j'ai envie de faire. Mais par exemple, puisqu'on a parlé de caséine, la caséine, c'est mieux si on a un support dur. Donc là, je choisis un bois, je l'enduis et je peins sur du bois, parce que la caséine, c'est une colle qui se rétracte, donc elle a besoin d'un support dur. Ça marche moins bien sur une toile qui est un peu souple. Donc là, par exemple, j'enduis du bois. La toile, je l'utilise très souvent, surtout quand j'ai pas le temps de faire mieux et de préparer vraiment. Puis surtout quand je me balade et que je peins en plein air, c'est commode d'avoir de la toile qu'on encolle juste et qu'on scotche sur un support. Ce qui est bien, c'est qu'après on peut découper exactement le format qu'on veut. Donc ça, c'est une question, c'est un point important. C'est-à-dire que c'est très rare que j'achète des toiles à des formats type. C'est très rare que je peigne donc sur un format prédéterminé. Et d'ailleurs, c'est un point de peinture important, ça. C'est Matisse, encore une fois, qui disait la chose la plus importante, la dimension la plus importante dans un tableau, c'est son format de départ. C'est-à-dire donc le rapport entre sa largeur et sa hauteur. Tout le tableau est conçu à partir de ces deux dimensions. Donc lui, c'est comme ça qu'il démarrait. Moi, c'est très rare qu'en fait, je compose en fonction de ce format de départ. Je fais une peinture et puis après, je la cadre et je vois si elle a besoin d'un peu plus de ciel, un peu plus de sol, si je vais couper à gauche, à droite. Et donc après, je me retrouve avec une toile aux dimensions que je désire et je la maroufle, comme on dit, sur du bois. Parce qu'après, si jamais je voulais la tendre sur un châssis, il faudrait que je fasse faire un châssis sur mesure. Donc c'est beaucoup plus simple finalement de découper du bois et de maroufler sa toile au format sur le bois. Et, oui, et dis-moi, c'est toujours des dimensions relativement quand même petites. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que c'est une période? Non, est-ce que tu as eu des périodes aussi? Est-ce que c'est représentatif quand même de ce que tu fais depuis le début? Comment ça s'est passé dans le temps, disons? Oui. Alors, bon, d'abord là ça touche là aussi c'est un point de peinture cette affaire. Donc je peux parler du format en général parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Quand on peint petit, on contrôle très bien ce qu'on fait. On contrôle très bien, on a un peu la maîtrise. Quand on peint très très grand, et notamment au niveau du dessin, on est totalement perdu. Et c'est très bien d'être perdu, justement parce qu'on n'est pas dans des automatismes. Donc on ne sait plus... on commence à poser des points, des proportions, mais en fait, on n'a pas de vision d'ensemble et honnêtement, on ne saurait pas du tout dire si le nombril il va être plutôt là ou plutôt là. On est perdu, on est dans une dimension abstraite. Et ça nous fait travailler quelque chose de vraiment intéressant puisqu'on ne peut plus maîtriser ce modèle comme ça. Donc ça, c'est très bien. Et en peinture, ça m'est arrivé de faire des plus grands tableaux. J'en ai un dont je pourrais donner... la photo à Sergio justement, mais c'est quand même c'est un défi bien sûr de peindre grand, c'est un défi. Je l'ai fait, j'ai copié très grand, des tableaux que je ne pouvais pas transporter dans ma voiture parce que ça ne tenait pas, donc on sait qu'on s'engage là pour longtemps et j'aimerais bien je crois revenir à ces grands formats. Mais de façon générale, il y a un format qui est très difficile, c'est le format moyen. Parce qu'on dit que les très grands formats, comme ils sont très grands, ils vous en imposent plastiquement parlant. Par exemple, les grands sculpteurs monumentaux, les Chinois font ça très bien.
font des énormes trucs et forcément ben, on est impressionné et ça a une force de par la taille. Le petit aussi, ça a une force de par la taille. Et Giacometti, d'ailleurs, de temps en temps, il faisait hyper grand, et de temps en temps, il faisait des trucs de 2 cm. Il disait, je ne peux pas faire plus, en ce moment, je ne peux pas faire plus grand que 2 cm. Il avait des boîtes d'allumettes avec ses toutes petites statues. Et donc, le format difficile, ce serait peut-être ce format moyen, quoi. Où il faut que le contenu de la peinture soit vraiment... Moyen, tu dirais moyen, je dirais celui-là, par exemple, l'autoportrait. L'autoportrait. Ouais. Ça, c'est des formats moyens où si le contenu de la peinture n'est pas là et si on n'est pas convaincant au niveau peinture... C'est pas facile, oui. Ouais. Et au niveau de ce que tu y peins, comment ça se passe? C'était modèle, c'était en atelier, comment tu t'inspires? Alors, d'où vient l'inspiration? Bon, d'abord, je peins des choses qui sont à ma main, c'est-à-dire ce que je vois dans le cadre d'une fenêtre, des objets que je pose sur une table ou un objet qu'on m'a donné, quelqu'un qui accepte de poser un peu pour moi, bah, j'en profite pour faire un peu de dessin, peut-être un portrait rapide, du paysage quand je suis en vacances. Je n'ai pas en fait de vrais sujets fétiches. Hein. Je serais capable, je crois, de peindre n'importe quoi, même un bout de radiateur, un bout de moquette, un bout... Vraiment, je crois que... au début, je pensais que justement, il fallait avoir un sujet qui nous inspire forcément. Et ça, je l'ai entendu souvent dire, et même par les peintres très expérimentés, c'est qu'ils ne peuvent plus aller vers des sujets qui ne les concernent pas suffisamment, qui ne vont pas suffisamment dans leur sens. Un sujet, par exemple, qui ne joue pas suffisamment de couleur, pour Renoir, il n'aurait pas pu le peindre. Il fallait quand même un quota minimum quoi, qui aille dans son sens. Et j'allais dire, moi, au point où j'en suis, je pourrais peindre, je crois, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on dessine et qu'on rentre justement dans les histoires de rapports dont j'ai parlé tout à l'heure, même si on n'aime pas le sujet, il nous paraît passionnant. Voilà. Ah, ça, c'est formidable. Donc tu peux poser ce regard-là, enfin ce regard singulier du rapport, de la valeur, sur n'importe quel objet qui tout d'un coup capte ton regard. Mais oui, et ça, c'est formidable. Ça veut dire que tout le monde, tout est, objet de peinture. Oui. Absolument, c'est vrai. Je dirais aussi que quand on aime trop son sujet, c'est un peu un obstacle. Parce qu'en fait, on veut vraiment le faire, on est vraiment amoureux du sujet, on voudrait le rendre. On s'investit un peu trop psychologiquement, j'allais dire. En fait, on colle trop au truc. Oui. On focalise. On est focalisé. Et on n'a plus la distance nécessaire pour voir tout simplement les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on voudrait trop les rendre, ça nous plaît trop. Voilà. Mais... Et ça, je parle de Patrice encore une fois, mais je l'ai entendu dire, bien sûr la poitrine nacrée de ce modèle, bien sûr c'est la ligne cette hanche, bien sûr la valeur de cette valeur-là de son ventre, le contraste avec le pubis, bien sûr tout ça est très très beau. Mais en fait, toutes ces choses-là que je vois, je les vois aussi dans l'étagère, dans la tranche, dans le nombre de l'étagère, dans le contraste entre l'étagère et... C'est la même chose en fait qui nous touche. Oui, c'est intéressant. Je crois que peut-être on va s'en tenir là, parce que c'est un point que je trouve qui est particulier chez toi, et qui dit ta manière de voir le monde, peut-être. Est-ce que tu décroches souvent de ce regard? Ah, j'essaye en fait, parce qu'on ne peut pas non plus avoir toujours la peinture en tête. Donc de temps en temps, ça, il y a les musiciens qui disent oh, c'est terrible, là j'entends le ré de la cafetière. Voilà, exactement. On va peut-être s'arrêter là-dessus, sur ces notes musicales.